Bienvenue dans l'ascenseur, vous êtes offert par L'Oréal, entreprise engagée pour l'égalité des chances. Leur réussite est remarquable et pourtant on ne parle jamais d'eux. Ces femmes et ces hommes ne sont ni top modèles, ni footballeurs, ni humoristes. Ils sont responsables des ressources humaines, chefs d'entreprise, directeurs commerciaux, entrepreneurs, avocats, médecins. Et pourtant, pour eux, c'était loin d'être gagné au départ. Tous sont issus de milieux modestes et tous ont déjoué les lois de la reproduction sociale. C'est parce qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le dit, parce que leurs récits sont hyper inspirants, que je leur tends mon micro. Je m'appelle Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et je travaille depuis des années sur l'égalité professionnelle et l'égalité des chances. Mon podcast, Bienvenue dans l'ascenseur, veut donner une voix à ces personnes au parcours incroyable que j'ai eu la chance de croiser. Bienvenue dans l'ascenseur. Être originaire d'un milieu social moins favorisé, je pense que m'a donné de la force. Pour moi, il n'y a pas de meilleure motivation que l'espoir que vos parents peuvent porter en nous. Mon travail a été pour moi un élément de réussite. En tout cas, ça a été mon ascenseur. Aujourd'hui, je rencontre Pascal Demurger, il a 60 ans et il est le directeur général du groupe Maïf, qui est l'un des plus grands assureurs français. Bonjour Pascal Demurger. Bonjour. Entrez ensemble dans votre ascenseur social. Quand vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui, qui voyez-vous ? Je vois d'abord un enfant qui a grandi dans une petite ville de province qui s'appelle Roanne. C'est une ville relativement petite. Enfance très heureuse, très insouciante, comme l'est l'enfance en général. Adolescence un petit peu plus compliquée. Je m'ennuie à l'école en réalité, et je rentre dans un petit peu un cercle vicieux, hein. C'est-à-dire plus je m'ennuie et moins je m'investis et plus je m'ennuie, et ça se passe pas très bien au collège. Et par ailleurs, je suis pas forcément dans les bandes les plus favorables, en tout cas dans celles qui me tirent vers le haut. Est-ce que vous pourriez me dire ce que faisaient vos parents et dans quel type de milieu social vous viviez ? Alors, mes parents, mon père était cadre administratif dans une PME, et ma mère ne travaillait pas, ou plus exactement a fait quelques, je mets des guillemets, petits boulots. Elle a fait des ménages, elle a gardé des enfants à la maison, mais elle a jamais travaillé en entreprise. J'avais 3 sœurs, plus âgées que moi, toutes les 3. J'étais le petit dernier, et mes parents étaient nés dans un tout petit village, et ont quitté l'école à 13 ans. Donc avait un rapport aux études qui était un peu éloigné, un peu distendu. Ils connaissaient pas en fait le monde de l'éducation nationale et les cursus. Et alors, la scolarité, vous avez commencé à en parler en disant que vous ennuyiez beaucoup. C'était dans quel type de collège que vous étiez ? C'était un collège public, tout ce qu'il y a de plus classique, un collège relativement grande taille. Et c'est à la fin de la 3e qu'il y a eu un peu une bascule en réalité. C'est-à-dire comme effectivement je m'investissais vraiment très très peu, pour être tout à fait honnête, et par ailleurs avec une bande de copains on faisait un petit peu les 400 coups. Mon père, ayant une représentation assez classique, j'allais dire, du système éducatif, s'est dit je vais l'inscrire dans un lycée privé où il sera plus tenu sur le plan de la discipline, du suivi des études, etc. Et j'arrive dans ce lycée privé. Je vous disais, mon père connaissait pas du tout le système éducatif, et on se rend compte qu'en réalité c'est pas un lycée général, c'est un lycée technique. Et donc je me retrouve embarqué en seconde dans un cursus technique, un bac G, vous savez, le bac G que chantait Michel Sardou. Et voilà, et je suis là, j'y reste jusqu'à la terminale. Et vous aviez pas de rêve d'avenir à l'époque ? Pas vraiment de rêve professionnel.
Tout ça a été extrêmement loin. Enfin, j'ai le souvenir à cette époque de vivre vraiment au jour le jour. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup les choses vont changer? Quel est le déclic qui vous fait finalement accéder au premier étage de votre parcours? Premier début de déclic en terminale, où j'ai un prof qui commence à me dire, écoute Pascal, voilà, t'as moyen de faire mieux, et lui me propose à l'époque de m'inscrire en fac de droit pour faire du droit, devenir avocat ou que sais-je. Et là, mes parents s'y opposent. Parce que dans leur imaginaire, et leur imaginaire est nourri à cette époque par un drame familial, dans leur imaginaire, l'université est un peu... je vais être excessif dans l'expression, mais je pense que ça représente un peu ce qu'ils en pensaient, une espèce de lieu de perdition. Et ils se disent, voilà, Pascal qui est plutôt attiré par le mauvais côté de la force, va être beaucoup trop libre, ne va pas être suivi, et ça risque de se mal passer. Donc ils s'y opposent. Et comme j'ai fait un bac technique, un bac G, et la suite logique, à partir du moment où on va pas à la fac, c'est d'entrer dans des études courtes, en l'occurrence un BTS. Et donc ils m'inscrivent en BTS, et je suis ce BTS pendant 2 ans. Un BTS de quoi? De comptabilité. Ce qui est très bien en soi, hein, mais qui est pas la voie royale pour faire des études longues. Et alors, qu'est-ce qui se passe qui vous fait finalement évoluer vers le parcours que finalement vous prendrez? Il se passe 2 choses concomitantes qui ont complètement changé ma trajectoire. La première chose, c'est que je me réveille un peu de ma torpeur. Je me rends compte un jour, en écoutant mon père échanger avec un de ses amis, qui lui raconte la manière dont son fils, qui lui-même était cancre au lycée, s'est ressaisi et a fait une école d'ingénieur. Je me rends compte en croisant le regard de mon père que il y a énormément de dépit dans son regard, et que évidemment l'envers du dépit, c'est plutôt c'est plutôt l'espoir, ou en tout cas l'envie que son fils également réussisse et enfin se secoue et fasse quelque chose. Vous aviez quel âge, Pascal Demurger, là? Là, c'était en 2e année de BTS, donc j'ai 19 ans, quoi. Et là, il se passe quelque chose chez moi, un mélange de je ne peux pas décevoir mon père, et sans doute je suis un peu piqué au vif, un peu piqué dans ma fierté. Et quelques jours après, je lui... évidemment, on est à cet âge-là, on n'est pas toujours très, très réaliste, hein, et je lui demande, à ton avis, quelle est, pour le coup, l'école la plus difficile en France? Il hésite, commence à me dire Polytechnique, se reprend et me dit non, sans doute l'ENA. Je ne sais absolument pas ce que c'est que l'ENA. Mais lui savait quand même. Lui savait. En tout cas, enfin voilà, on s'en faisait une représentation. Moi, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais à partir du moment où il a fixé cette barre, je me dis, ok, je vais faire ça. Et de manière concomitante, mon prof principal en BTS m'invite à dîner chez lui, ce qui n'est pas déjà en soi un geste très, très habituel. Pour me dire un petit peu comme mon prof de terminale, c'est-à-dire Pascal, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, que tu tu as des possibilités, des moyens, il faut vraiment t'en servir. Et justement, je viens de recevoir une circulaire du ministère de l'Éducation nationale. Il y a une prépa ENA pour destiner aux personnes qui ont fait des études courtes, IUT, BTS, qui s'ouvre à Paris, au CNAM,
Et tu devrais déposer un dossier de candidature. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors du coup, je pense que c'est le début de la difficulté, là, de la pente, là, quand même, à gravir. Ah, là, c'est le début de la montagne, ouais. C'est le début de la montagne parce que j'ai absolument tout à rattraper, quoi. Alors tout à rattraper sur le plan académique, et puis tout à rattraper parce que l'ENA, il y a quand même une dimension socioculturelle qui est extrêmement importante. Alors justement, c'est à quel moment que vous vous rendez compte de ça? C'est pas probablement, peut-être pas pendant la prépa. Alors c'est déjà un tout petit peu pendant la prépa. C'est déjà au moment de l'oral pour rentrer à la prépa, où évidemment on m'interroge sur c'est quoi l'ENA, c'est quoi après, etc. Et là, je n'en ai qu'une image extrêmement floue et très peu concrète. Et j'apprendrai après que le jury a beaucoup hésité à retenir ma candidature parce que je suis trop éloigné, trop loin du ballon, quoi. Finalement, ils retiennent ma candidature et je rentre dans cette prépa. Et là, pour la première fois de ma vie, je rencontre la stimulation intellectuelle. Et je me prends au jeu. Et j'adore. Enfin, tout est nouveau, tout est beaucoup plus large. L'horizon s'élargit de manière considérable. Donc ça vous écrase pas, ça vous stimule. Ah, ça me stimule énormément. Et du coup, je bosse beaucoup. Cette prépa dure 2 ans. Et je passe une première fois le concours d'entrée que je loupe. 2 ans, c'était vraiment trop court. Et là, mon père me dit, écoute Pascal, ça fait 4 ans, le BTS plus les 2 ans de prépa. Nous, on arrête de te payer tes études. Et donc, il faut bosser. Donc, je me mets à bosser. Et en parallèle, je continue à préparer le concours parce que je me suis fixé cet objectif et il est hors de question que je ne l'atteigne pas. Donc des années assez denses, assez austères, extrêmement austères, c'est le bon terme, où je bosse la journée, j'essaye d'attraper quelques cours à la fac le soir et je bosse une partie de la nuit, les week-ends et jusqu'à ce que finalement je parvienne à effectivement rentrer à l'ENA. Et alors, est-ce que vous parlez un peu du choc socioculturel dans un aspect positif? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour vous dans le décalage socioculturel, justement? Je crois que le plus difficile, en fait, c'est l'autocensure. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on s'interdit un certain nombre de choix, on s'interdit un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont pas pour soi. Et déjà, le fait d'être là, dans cette promotion de l'ENA, déjà je le vis comme étant un peu j'y suis par effraction. Du coup effectivement on s'interdit des choix qui auraient été complètement naturels pour d'autres. Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Parce que finalement vous avez un parcours vraiment formidable, donc qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux finalement? Je pense que mon rêve, ça aurait été plutôt de m'orienter vers une carrière plus universitaire, d'enseignement, de recherche, d'écriture. Un métier plus intellectuel d'une certaine manière. Et je crois que je me serais pas mal épanoui, effectivement. Je vous dis, dans la recherche, dans l'écriture. Et ça, c'est quelque chose qui était... qui m'était, pour des raisons purement psychologiques, qui m'était interdite, que je m'interdisais en tout cas. Quand vous rentrez dans la vie professionnelle, est-ce que vous vous trompez d'ascenseur? Ou est-ce que vous choisissez tout de suite le bon ascenseur? Non, je ne me trompe pas d'ascenseur, je prends volontairement le mauvais ascenseur. Alors c'est quoi le mauvais ascenseur? Vous savez, à la sortie de l'ENA,
les élèves choisissent leur affectation en fonction de leur rang de classement. Le major a tous les choix ouverts, le numéro 2 a tous les choix, moins celui que le premier a pris, etc. etc. Et vous étiez bien classé ? Moi, j'étais bien classé. Et je fais un choix correspondant généralement plutôt à la fin du classement. Going down. Et je choisis de quitter Paris, de partir en province et d'aller travailler en chambre régionale des comptes, c'est-à-dire la Cour des comptes décentralisée en province, et qui est un choix qui n'ouvre pas du tout les mêmes perspectives de carrière qu'effectivement d'autres choix qualifiés de plus nobles, ou en tout cas qui mettent beaucoup plus sur la voie. Alors, du coup, vous vous retrouvez en province à la Chambre régionale des comptes. Et est-ce que ça correspond à ce que vous cherchiez ? Alors, professionnellement, pas du tout. Je passe 4 années très heureuses. Je suis jeune marié. J'ai mes 2 premiers enfants durant ces 4 ans. Et on vit à Bordeaux, qui est une ville extrêmement agréable. Et donc, je passe 4 années très, très agréables, mais très peu stimulantes. Et donc, voilà, il y a un moment où fin des vacances et on rentre faire des choses un peu plus stimulantes. Et je rentre à Bercy à la direction du budget. À Bercy, je pense que vous êtes content. Ça vous plaît ? À Bercy, je suis content. Je suis content à la fois pour des bonnes et pour des mauvaises raisons. Pour des bonnes raisons parce que ça va vite, c'est très stimulant. Parce qu'on a une vision extrêmement large des interventions de l'État, des politiques publiques. C'est très transversal, donc c'est très stimulant. Pour de mauvaises raisons aussi, parce que les grandes directions de Bercy, comme l'on dit, direction du Trésor, direction du budget, il y a une espèce d'homogénéité sociologique et culturelle qui est extrêmement forte. Il n'y a que des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont généralement moins de 35 ans, qui ont fait à peu près les mêmes études, qui ont des modes de raisonnement, des modes d'approche des différents sujets qui est très proche, très, très convergente. Donc c'est extrêmement agréable. Mais on se rend pas compte quand on y est que c'est extrêmement agréable, mais c'est aussi un peu appauvrissant. Enfin, c'est endogamique, c'est trop endogamique. C'est trop endogamique. Mais alors du coup, vous avez le sentiment, de par votre enfance et le fait que voilà, vous n'étiez pas du même milieu socioculturel probablement que beaucoup d'énarques, que vous aviez un regard peut-être un peu différent ? À l'époque, pas du tout. J'adopte au contraire. Vous vous fondez dans la masse. Non seulement je me fonds dans la masse, mais j'ai besoin précisément pour compenser ces origines-là. J'ai besoin, au contraire, d'être presque un peu caricatural, de me conformer et à l'excès même. Et ça, sans m'en rendre compte. Je me conforme totalement sans du tout m'en rendre compte. Je n'ai pas encore les moyens, la possibilité de penser un peu différemment, de dire un peu différemment, d'être un peu différent. Donc après, une fois que vous sortez de la haute fonction publique, vous rentrez dans l'entreprise. Mmh. D'abord, pourquoi vous allez pantoufler dans le privé ? Et puis ensuite, est-ce que vous êtes toujours dans ce conformisme socioculturel ? Alors, j'y vais parce que, d'abord, c'est un petit peu la loi du genre, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de personnes à Bercy qui font ce choix-là. J'y vais aussi par autocensure. J'ai à l'époque, on est en 2002, le choix entre une proposition qui m'est faite dans le privé et une proposition qui m'est faite d'aller bosser en cabinet ministériel. Et là aussi, il y a un aspect d'autocensure dans le fait de ne pas aller en cabinet ministériel. Et donc effectivement, je pars dans le privé.
Et assez rapidement, au bout de 5 ans environ, je prends la direction générale de la Maïf, puisque c'est directement à la Maïf que je suis parti. Et là, je reste un dirigeant totalement classique. Parce que jusqu'ici, on n'a pas tellement parlé de ça, mais est-ce que dans votre parcours, peut-être que c'est là, peut-être que c'est à la Maïf, vous avez eu le sentiment d'être à un moment donné coincé entre 2 étages? Manifestement non, puisque vous arrivez jusqu'à la direction générale. Mais est-ce que dans votre parcours, c'est quelque chose qui a pu arriver? Vous êtes bloqué dans votre progression? Dans la partie de mon parcours que j'effectue dans la fonction publique, je vous l'ai dit, j'ai fait moi-même le choix du mauvais ascenseur, et donc effectivement, je me suis moi-même bloqué entre 2 étages. Il y a un côté, alors je sais pas si on peut dire volontaire, parce que c'est assez largement inconscient, mais en tout cas, c'est un choix qui m'appartient totalement. J'ai pas été bloqué par l'institution, ou c'est vraiment moi qui me suis freiné. Une fois que je suis dans le privé, pas du tout. Pas du tout, parce que là c'est presque un petit peu le contraire. J'arrive dans une entreprise, je suis l'énarque de service, et d'une certaine manière, je n'ai plus ni de démonstration à faire, ni de preuves à apporter. Donc c'est presque l'inverse. En revanche, à la fois parce que je garde bien sûr le formatage que je me suis moi-même construit à l'ENA et durant mes premières années d'activité professionnelle, et puis à la fois aussi parce que j'ai pas d'expérience du privé, et donc je me rattache à l'image que je m'en fais, à l'image que je me fais de la manière de diriger une entreprise. Je suis hyper conformiste. Je pense d'ailleurs que c'est un des sujets les plus marquants quand on a une évolution sociale un petit peu forte. Il y a la question de l'autocensure qui est réelle, et puis il y a la question de l'ultraconformisme. On devient d'une certaine manière la caricature, ou l'archétype en tout cas, de ce que l'on imagine être la norme dans ces milieux de direction. Et je commence à diriger l'entreprise alors de manière totalement conformiste. Verticale. Totalement verticale. Alors je dirais pas autoritaire, parce que c'est pas mon caractère fondamental, mais en tout cas verticale. Je rentre de manière hyper détaillée dans tous les dossiers. Je décide de tout, de contrôle absolu. Et malgré tout, sur le fond, d'une certaine, je mets des guillemets, mais d'une certaine dureté. Je dénonce les accords sociaux. C'est un management hyper classique. Quand on prend l'ascenseur social, souvent, on connaît des épisodes d'ascenseur émotionnel liés au fait qu'on accède à un certain milieu alors qu'on vient d'un autre milieu. Et donc, cette espèce de va-et-vient, voire cette espèce de... Alors, vous en parlez d'une façon très claire, de se conformer finalement au nouveau milieu social, etc. Ça vous met un peu en porte-à-faux avec l'ancien milieu social, avec le milieu social d'origine. Est-ce que vous avez connu ces épisodes-là? Et est-ce que vous les avez résolus, et comment? En tout cas, à l'époque, j'ai pas conscience de ressentir ça. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut pas dire que dans mon inconscient, il n'y a pas quelque chose de cette nature, d'une forme, j'allais presque dire de trahison des siens, de trahison de son milieu d'origine. Je n'en ai pas conscience, je ne le ressens pas en tant que tel, mais encore une fois, ça veut pas dire que ça n'est pas présent. Mais dans votre famille, ça se passait comment? Avec vos parents, dans ma famille, avec vos sœurs? Ça continue de se passer très bien. Y a Parce qu'eux, ils sont contents. Eux, ils sont ravis. Ils sont fiers, ils sont contents. Ils mesurent pas complètement ce que ça signifie, mais ils sont contents de cette réussite, et encore une fois, ils en sont totalement fiers.
Mais je pense qu'il y a une dimension, en effet, inconsciente, un sentiment inconscient de trahison, quelque part. Et je suis convaincu que ça a joué inconsciemment dans le shift, le changement assez radical que j'ai fait dans ma manière de diriger l'entreprise. Alors, quel a été le déclic de ce pivot ? Il y a plusieurs déclics. Il y a un déclic d'abord personnel, familial, mes enfants, tout simplement, dont je vois le désintérêt absolu pour ce que je fais, pour mon métier, pour ce que de temps en temps je leur en dis. Ils ont quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, ils sont encore très jeunes. Ils ont les deux aînés ont une petite dizaine d'années. Mais je sens bien ça et je sens bien que leur marque d'intérêt est ailleurs. Ils sont jeunes en même temps. Et oui, bien sûr. Mais malgré tout, vous voyez, 10-12 ans, c'est aussi à cette époque-là l'éveil d'une conscience écologique, l'éveil même d'une conscience sociale. À l'époque, le siège de la Maïf est à Niort. À l'époque, on vit là-bas, donc ils évoluent là-bas, ils grandissent là-bas, et ça a d'énormes avantages. L'un de ces avantages, c'est que évidemment les milieux sociaux sont beaucoup plus mêlés, beaucoup plus mixés, et donc ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus connectés avec la société, et moi-même je le suis beaucoup plus. Donc il y a le regard de mes enfants qui m'aide à évoluer. Il y a un certain nombre de prises de conscience. Des prises de conscience qui peuvent paraître toutes simples et évidentes, qui en réalité sont extrêmement fortes chez moi. Je pense par exemple à un épisode où je rencontre, je bosse avec une consultante sur les sujets de management, et qui un jour me dit de manière très simple, dans le secret de mon bureau, qui me dit: Pascal, est-ce que tu te rends compte que selon la manière que tu as de manager, et c'est vrai pour n'importe quel manager, pas seulement pour un dirigeant d'entreprise, selon la manière que tu as de te comporter avec tes collaborateurs, la manière que tu as de manager, tu produis tout simplement du mal-être ou du bien-être chez les gens. Et quand on prend conscience de ça, on peut plus fuir cette responsabilité. Et évidemment, on est obligé moralement de tout faire pour essayer de créer plutôt du bien-être et de l'épanouissement que du mal-être. Et puis la compréhension également que le modèle Maïf est différent de celui de notre entreprise, que sa culture, que ses origines, que ses valeurs sont différentes. C'est effectivement une forme d'entreprise particulière, c'est une mutuelle qui a été créée il y a 90 ans, par des gens qui ont voulu, à travers cette aventure entrepreneuriale, également consacrer un certain nombre de valeurs, de solidarité, d'entraide, des valeurs qui sont au fondement du mutualisme. Et je me rends compte, en arrivant à la Maïf, je me rends compte de deux choses. Une chose qui m'étonne énormément, parce que je ne suis pas au début dans ce logiciel. La première chose qui m'étonne, c'est que il y a une vraie préoccupation sincère de préserver ses valeurs et de faire, de conduire ses affaires de manière, c'est le terme qui était utilisé à l'époque, de manière éthique. Donc avec vraiment des considérations d'ordre éthique qui sont extrêmement fortes. Et puis il y a une chose que je comprends, mais seulement de nombreuses années plus tard, je comprends que dans la manière de conduire le business, de manière éthique, en fait il y a un problème. C'est que c'est toujours pensé comme une forme de
d'opposition entre les contraintes de performance économique d'un côté et les exigences éthiques de l'autre. Et dans cette opposition entre les deux, on essaye de trouver des compromis, mais des compromis qui, par hypothèse, ne sont satisfaisants ni du point de vue de la performance économique, parce qu'on renonce à un certain nombre de choses, ni du côté de l'exigence éthique, parce que malgré tout, il y a des questions de performance qui s'imposent. C'est une entreprise qui est soumise à la concurrence internationale, et évidemment, il faut être extrêmement performant. Et il me faut pas mal d'années pour comprendre que en réalité, il n'y a pas de solution satisfaisante simplement dans ce compromis, simplement dans ces arbitrages, et qu'il faut craquer le modèle et essayer de construire la performance de l'entreprise précisément sur la base de ses caractéristiques éthiques et de ses engagements. Et c'est ce que, à partir du début des années 2010, avec mon équipe, on va essayer de faire. Bienvenue dans l'ascenseur. Donc là, vous changez complètement de manière de manager dans l'entreprise et vous passez au management par la confiance. En 2 mots, c'est quoi le management par la confiance ? D'abord, c'est important de dire que la question du management est effectivement le premier sujet qu'on adresse, que je souhaite adresser, parce que pour moi, tout part de là. Et tout le reste, on en dira quelques mots après, tous les autres engagements de l'entreprise découlent de la culture interne et du management. Et par ailleurs, c'est à travers le management qu'on a l'impact le plus direct sur les gens qui bossent à côté de vous. Et avant de vouloir, et il faut le faire, avant de vouloir essayer d'avoir un impact positif sur le vaste monde, il faut déjà avoir un impact positif sur ceux qui sont au plus près. Et donc effectivement, on rentre dans le management par la confiance qui, en 2 mots, consiste à se dire si on crée les conditions nécessaires pour que les gens dans leur travail s'épanouissent, ça veut dire donner plus de sens aux missions des uns et des autres. Ça veut dire accorder plus de confiance a priori et donc plus de marge de manœuvre. Faire en sorte que le travail soit infiniment plus riche et soit pas simplement une exécution de process qui ont été définis au-dessus. Ça veut dire créer un climat qui soit un climat plutôt de bienveillance, d'attention, de considération portée à l'autre, plutôt qu'un climat de compétition entre les gens. Si on crée toutes ces conditions, on va obtenir 2 choses. On va obtenir, c'est ce que l'on recherche, l'épanouissement des gens. Les gens se réalisent dans leur métier, parce qu'en réalité, les gens ont besoin de se réaliser dans leur métier et souhaitent le faire. Ils ne fuient pas le travail, en tout cas dans leur immense majorité. Et obtenant cet épanouissement, on va obtenir un niveau de motivation, d'adhésion et d'engagement finalement beaucoup plus important. Et on va créer de la performance pour l'entreprise, en réalité. Et c'est ce que l'on a fait, et avec, je crois pouvoir le dire, pas mal de réussite sur les 2 plans. C'est-à-dire que, en tout cas, tous les indicateurs nous le disent, et tous les échanges informels que l'on peut avoir avec les uns et les autres le confirment. Je crois que les gens sont heureux de travailler à la Maïf, et fiers même de travailler à la Maïf, et en même temps sont évidemment très investis parce qu'ils aiment la marque, ils aiment leur entreprise. Et c'est vraiment la première illustration de ce que je disais il y a un instant, c'est-à-dire que oui, on peut créer de la performance à travers des exigences éthiques relativement fortes. Que faudrait-il changer sur le plan macro pour accélérer l'ascenseur social en France ? Je pense qu'il y a... Moi, je crois beaucoup à la question de l'incitation, que ce soit pour effectivement changer l'ascenseur social, mais que ce soit aussi sur des sujets globaux comme la transition écologique, le partage de la valeur, etc. Moi, je crois beaucoup que, oui, c'est créateur de performance, mais plutôt à moyen terme, malgré tout, et que ça nécessite un effort pour les entreprises à court terme. Et que cet effort, il y a beaucoup de dirigeants qui ne sont pas prêts à le consentir s'ils n'y voient pas un intérêt relativement immédiat.
Donc moi, je crois beaucoup à la nécessité de la mise en œuvre d'incitations. C'est quoi une incitation à l'ascenseur social, du point de vue d'un dirigeant comme vous ? L'incitation en termes de politique publique, ça peut être des incitations assez directes, soit en créant les conditions pour que l'entreprise ait un intérêt à le faire, la conditionnalité des aides publiques, pourquoi pas la modulation de la fiscalité, c'est-à-dire faire en sorte que le sort des entreprises, y compris au plan fiscal, soit différent selon la manière dont elles se comportent, y compris sur le sujet de l'ascenseur social, sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, sur le sujet de la parité, etc. L'incitation, c'est aussi l'incitation culturelle, si je puis dire, c'est-à-dire faire prendre conscience aux dirigeants qu'ils ont intérêt à promouvoir la diversité au sein de leur entreprise, et y compris et surtout et notamment au plus haut niveau de leur entreprise. Parce que c'est la multiplication des points de vue, la multiplication des expériences, des vécus très très concrets et depuis l'enfance qui permet de mieux toucher la réalité des choses et de prendre des décisions plus pertinentes. Donc ça veut dire aussi une diversité dans les comex, dans les boards. Ça veut dire aussi une incitation, pourquoi pas, relativement directe dans les modes de rémunération des dirigeants. Ça veut dire avoir autour de la table des conseils d'administration plus de représentants des salariés. Pourquoi pas quelques représentants du monde associatif pour multiplier les points de vue, multiplier les regards et enrichir in fine la décision. Un jeune vous demande de conseils pour prendre l'ascenseur social, vous lui répondez quoi ? Je réponds d'abord qu'il a le droit, qu'il est légitime à le faire, qu'il n'y a pas de place réservée à qui que ce soit, et que s'il y parvient, au contraire, il n'en aura que plus de mérite. Et un ou deux conseils peut-être ? Peut-être précisément d'être capable, c'est dur, mais en prenant l'ascenseur et en gravissant les étages, de ne pas chercher à se conformer. Dernière question, c'est quoi le prochain étage pour vous, Pascal Demurger ? Ça, je sais pas, le propre de l'ascenseur, c'est qu'on ne le voit pas au-dessus. Merci beaucoup pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci à vous. Bienvenue dans l'ascenseur. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Mélim pour Actuali. Montage Elisa Azogui-Burlac, mixage et musique Kevin O'Leary. Ce podcast est soutenu par L'Oréal University Leadership and Culture, qui forme au leadership inclusif, innovant et responsable. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles.